Jean-Luc Fugit, bonjour. Bonjour. Vous êtes député du Rhône et vous avez été récemment réélu président du Conseil supérieur de l'énergie. Vous avez participé il y a quelques semaines au colloque de l'Union française de l'électricité, fin décembre, sur en particulier le thème écologie et transition énergétique. Alors, de nombreuses lois ont été votées ces dernières années pour accélérer la transition écologique. Les Français sont majoritairement sensibles au sujet et pour autant, on peine à trouver la manière de rendre tout ceci compatible avec les objectifs de la SNBC. Quel est votre regard sur la situation actuelle et les défis à relever? Il faut se souvenir de quel est l'objectif. Et l'objectif, c'est de faire en sorte d'arriver à ce qu'on appelle souvent la neutralité carbone d'ici à 2050. En fait, l'objectif de l'objectif, si je peux me permettre de parler ainsi, c'est de réduire l'impact environnemental de toutes nos activités. Et il y a finalement les 4 briques de la stratégie française énergie-climat, sobriété, efficacité, développement des énergies renouvelables et appui sur le nucléaire, tout ça pour sortir progressivement du responsable de tous ces problèmes-là, c'est-à-dire notre trop forte dépendance aux énergies fossiles. Et évidemment, tout ceci sont des orientations, il y a des avancées, mais surtout, il faut accompagner, il faut entraîner, il faut même embarquer, si je peux m'exprimer ainsi, nos concitoyens. Donc, il y a eu des mesures pour essayer de les aider, bien entendu. Je pense au MaPrimeRénov', quand il s'agit de travailler sur l'efficacité énergétique. Je pense au chèque énergie pour faire face à des problématiques de financement importantes pour les personnes aux revenus les plus modestes. Ça coûte, et donc on a une petite révolution aussi à avoir dans notre esprit. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut travailler ces questions économiques, sociales et environnementales en même temps. Et c'est, au fond, la vraie définition du développement durable. Alors, tous les acteurs s'accordent pour la nécessité de se mettre en action pour une transition écologique plus juste. Mais comment, à quelle échelle, avec quelles ressources? L'enjeu est-il d'accélérer sur la base des lois déjà votées ou d'ajouter de nouveaux chapitres pour compléter l'arsenal? Alors, si je vous répondais les deux, vous me direz sûrement qu'il y a peut-être un intermédiaire à trouver entre les deux. Il y a beaucoup de choses qui ont été lancées, qui ont été faites, et il me semble qu'il faut les accompagner, les déployer et regarder ce que ça va donner. Et puis aussi, donc, du coup, les évaluer. Quand vous parlez, par exemple, de l'agrivoltaïsme, on a travaillé sur l'agrivoltaïsme en 2023, c'est en train de se développer, il va falloir aussi travailler plus sur le retour de la valeur en direction du monde agricole, etc. Donc là aussi, il y a peut-être besoin, probablement, de faire une loi complémentaire pour encadrer les choses. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut accompagner son développement dans les territoires, et donc ça me paraît extrêmement important. Ce qui est certain, de mon point de vue, c'est que quand on parle de loi à venir, je pense qu'il y a quelque chose de majeur, qui peut passer à la fois par la loi et par le réglementaire, ou les deux, c'est la simplification. Et nous avons besoin de reprendre ce travail-là avec les différents acteurs pour voir ce qui peut être fait en matière de simplification pour accélérer et mieux accompagner dans cette transition qui est lancée. Alors, le contexte politique et économique de ce début d'année remet en lumière plus que jamais la difficulté à mener de front transition écologique et budget d'État très contraint. Dans ce contexte, quels sont les leviers envisageables pour trouver de nouvelles ressources financières sans taxer les plus vulnérables? Oui, on est dans une situation budgétaire qui est particulièrement contrainte. Et ça ne doit pas nous empêcher d'agir. Et d'agir notamment pour la transition écologique. Et en même temps, il nous faut faire attention à nos concitoyens qui ont les revenus les plus modestes. Donc, il ne faut pas trop réduire la voilure sur l'accompagnement financier que j'évoquais tout à l'heure. Ensuite, sur le plan fiscal, on peut aussi avoir des mesures d'accompagnement des secteurs. Je pense que quand on a pris des mesures fiscales telles que les TIRUER pour pouvoir faire appel aux énergies renouvelables, donc je pense par exemple au biogaz, donc dans la mobilité entre autres, eh bien je pense que c'est particulièrement intéressant. Et donc ça, il faut appuyer, il faut pouvoir là aussi accompagner. Il faut aussi peut-être se dire qu'il faut créer des conditions, à la fois politiques, réglementaires et fiscales, pour favoriser l'investissement privé. Ce qui va permettre au passage de créer de l'emploi et de réindustrialiser et d'industrialiser plus sur notre territoire. En fait, la transition écologique, c'est une nécessité. Elle peut apparaître d'une certaine manière comme une contrainte. À nous de trouver les conditions politiques, fiscales, financières pour en faire une source d'opportunité. Et donc ça, il faut travailler de manière transpartisane pour pouvoir trouver ces solutions-là. Donc moi, je pense qu'il faut être plutôt optimiste, plutôt positif. À nous de trouver les conditions. Donc oui, il faut faire attention sur le plan budgétaire, mais il ne faut surtout pas freiner l'ambition écologique. Alors, en fin d'année dernière, le Conseil supérieur de l'énergie que vous présidez a rendu son avis sur le projet de PPE, de programmation pluriannuelle de l'énergie. Pouvez-vous nous partager les grandes lignes de cet avis et les enjeux relatifs à la mise en place de cette nouvelle période de PPE? Il est apparu certaines évidences peut-être, mais qui ont fait aussi l'objet de consensus. Oui, il faut une PPE qui donne des chiffres à terme, qui donne de la visibilité, qui donne secteur par secteur, énergie par énergie, où on veut aller.
mais ceci avec derrière un volet économique qui doit être clair, avec un appui sur la recherche, on l'a demandé aussi, donc qu'il soit lui aussi favorisé, et puis aussi ne pas oublier là aussi de retrouver ce que j'évoquais tout à l'heure, l'idée d'embarquer tout le monde. Et dans l'embarquer tout le monde, il y a 2 points que je voudrais souligner, le besoin et la nécessité d'une justice sociale, mais aussi un autre sujet aussi, la question des territoires. Parce qu'il faut aussi que nos concitoyens dans les territoires puissent savoir où on va, qu'il y ait du retour de la valeur sur ces territoires et que les territoires, selon leurs caractéristiques, ils puissent être associés parce que dans les territoires, on va développer des énergies renouvelables ou du nucléaire. Moi, j'émets le vœu que l'on n'oublie pas d'additionner des solutions. Il y a des solutions au niveau des énergies renouvelables, par exemple, qui sont plus matures que d'autres. Mais il y en a d'autres qui sont en train d'émerger, qui sont très intéressantes. Et donc, je crois qu'on n'a pas le temps, ni le luxe, d'opposer les solutions entre elles. Je crois que sur cette PPE, maintenant, on va tous attendre avec impatience donc, de pouvoir voir comment le gouvernement veut finaliser cette feuille de route, finalement, de ces 10 prochaines années. Et si on reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure au début de l'entretien, à savoir que l'objectif, c'est justement de réussir la transition écologique de l'ensemble de notre économie, je pense que la PPE, c'est la feuille de route idéale pour atteindre cet objectif. Jean-Luc Fugit, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous.